Le travail nous éloigne-t-il de la vraie vie? Le travail, il est définitivement au cœur de notre existence moderne. Il structure nos journées, il donne sens à nos vies, mais il peut aussi souvent être considéré comme un véritable poids, comme une véritable contrainte. Alors, est-ce que le travail, il nous rapproche de la vraie vie, ou plutôt est-ce qu'il nous éloigne de celle-ci? C'est une question qui prend une résonance particulière quand on se penche sur les pays d'Asie, notamment la Corée du Sud, où la culture du travail est presque sacrée. Dans cette vidéo, je vais explorer cette problématique en m'appuyant sur un ouvrage qui est Bienvenue à la librairie Yunam de Young Bottom, que j'ai récemment lu, que j'ai adoré, et qui traite très bien de cette problématique du travail en Corée du Sud, et d'à quel point il peut nous éloigner de la vraie vie. Ce qu'on constate déjà, premièrement, c'est qu'effectivement, on est dans un monde qui est quand même régi par le travail. Le travail, il devient presque une norme universelle, parce que ça fait des siècles que c'est devenu une valeur totalement centrale, voire identitaire. Et c'est ce que nous explique Max Weber dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, puisque selon lui, l'éthique du travail est profondément liée à l'émergence du capitalisme moderne. Donc dans cette logique, le travail n'est plus seulement un moyen de subsistance, mais un véritable moyen d'accomplissement personnel, presque une preuve de moralité. Ce qu'on constate en Asie de l'Est, et notamment au Japon et en Corée du Sud, c'est que cette valorisation du travail, elle peut vraiment atteindre des sommets. Au Japon, il y a un terme qui a même été donné, c'est le karoshi. C'est un véritable concept qui signifie littéralement mort par surmenage. C'est un phénomène qu'on constate également en Corée du Sud, puisqu'il y a un immense taux de burn-out et de suicide qui sont liés au surmenage, qui sont liés à la pression professionnelle. Selon un rapport de l'OCDE en 2022, la Corée du Sud est l'un des pays où on travaille le plus dans le monde, avec une moyenne de 1908 heures par an, ce qui est bien au-dessus de la moyenne européenne. Et l'ouvrage qui m'a inspiré cette vidéo, ce n'est pas un ouvrage critique théorique, c'est vraiment une fiction, puisqu'on va suivre finalement une jeune fille qui a tout abandonné, laissé tout son passé derrière elle, pour se consacrer à un rêve d'enfance qui est celui d'ouvrir une librairie, qui bien évidemment n'est ni le métier le plus valorisé, ni celui qui économiquement est le plus fiable. Et tout autour d'elle, un certain nombre de personnages vont remettre aussi toute leur vie en question par rapport aux questions du surmenage lié à leur ancien travail et au nouveau système de vie dans lequel ils espèrent tout simplement réussir. C'est un ouvrage qui vraiment parle de la manière dont le travail peut littéralement tuer la créativité des individus. Au-delà de simplement nuire à leur bien-être, l'idée d'un véritable appauvrissement intellectuel qui peut être provoqué par le travail. Bon, bien évidemment, je pense que si vous connaissez un petit peu les systèmes coréens, japonais, on est majoritairement sur tout le système bureaucratique, parce que bien évidemment que certains travails peuvent aussi arriver à toucher à une forme de créativité, mais là-bas, le concept de vraie vie est quand même souvent repoussé à la retraite, une période où bien souvent ils n'ont simplement plus la force de pouvoir en profiter. Et le livre fait aussi écho à cette génération plus jeune, notamment ce qu'on appelle les sampo, qui sont tous ces jeunes coréens. C'est un mouvement assez récent qui en fait choisit de tout simplement abandonner les normes sociales et les attentes sociales pour vivre autrement. Il y a donc pas mal de philosophes qui ont réfléchi aux réponses possibles à notre problématique initiale. Hannah Arendt, par exemple, elle a parlé de 3 types d'activités différentes dans son ouvrage La condition de l'homme moderne. D'abord, on a le travail, on traduit du mot labor, qui en fait lui répond à nos besoins vitaux, l'œuvre, work, qui crée des choses durables, et l'action qui permet de vivre pleinement dans le monde, c'est-à-dire en interaction avec les autres. Et ce que nous explique Hannah Arendt, c'est que dans notre société actuelle, le travail, il tend à supplanter l'action, et donc à nous éloigner de la vraie vie, celle où on réfléchit, celle où on interagit, on débat, on échange tout simplement librement. Pour Karl Marx, bien évidemment dans son ouvrage très connu Le Capital, le travail au sein du capitalisme, il devient aliénant, puisque l'ouvrier, il se détache de son labeur, mais aussi de lui-même, parce qu'il ne travaille plus pour ses besoins ou pour ses envies, mais seulement au service de la création d'un objet qui va seulement permettre de l'enrichissement de celui qui l'emploie, qui donc se fait de l'argent sur son dos. Et c'est une aliénation qui fait beaucoup sens dans la société où beaucoup ne trouvent aucun sens à leur emploi, se contentant seulement de survivre. Donc ça nous amène aussi à nous poser la question sur ce que c'est que la vraie vie. Les philosophes grecs, comme Aristote par exemple, voyaient dans la contemplation et les loisirs le sens de cette vraie vie, sa véritable essence. Le travail, ce n'était qu'un mal nécessaire pour les esclaves, tandis que les citoyens, eux, devaient se consacrer à la réflexion, à la connaissance, à la politique, pour mettre aussi en œuvre cette chose publique qui s'appelle bien évidemment la démocratie. Donc est-ce qu'on peut vraiment essayer de réconcilier cette vision avec nos sociétés modernes, où finalement ne pas travailler c'est souvent vu comme un véritable échec personnel, puisqu'il est également évident de constater que le travail il a des conséquences. Pour revenir sur mon ouvrage et sur les petites recherches que j'ai pu faire vis-à-vis du travail aussi en Asie à côté de cela, selon le Korean Statistical Office en 2022, en Corée du Sud, il y a plus de 72% de salariés qui déclarent souffrir de stress à cause de leur travail. Qui fait que finalement beaucoup de jeunes cadres, qu'on a poussé toute leur vie par leurs études et par encore une fois cette culture dans la société du travail, se retrouvent une fois cadres à ne plus voir leur famille, à ne plus avoir le temps de vivre tout simplement, une vie en dehors du travail. Tout ça, ça crée vraiment une société où finalement les relations humaines sont souvent reléguées au second plan, créant bien sûr une augmentation de la solitude, de la dépression, un phénomène qui est aujourd'hui très documenté en Asie. Mais cette culture de travail, c'est aussi bien sûr un désastre écologique, puisque la course à la productivité, elle entraîne aussi une véritable surproduction, une surexploitation des ressources naturelles. Produire plus, travailler plus. C'est un cercle vicieux qui, à l'échelle de la planète, pèse
très lourd. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer une autre vision du travail, une vision certes utopique peut-être, mais tout de même. Est-ce que ça serait même pas une nécessité? Parce qu'il y a quand même une véritable quête de sens dans le travail. Une enquête mondiale faite par le Gallup en 2023 révèle que seulement 15% des employés se disent engagés au sein de leur travail. Donc, comment redonner du sens au travail? Il y en a qui prônent des modèles plus alternatifs comme le travail à temps partiel, l'autonomie ou encore le revenu universel qui permettrait donc de mieux équilibrer vie personnelle et vie professionnelle. Et il y a effectivement eu des essais, des expérimentations qui ont été assez concluantes à ce sujet. Par exemple, il y a des pays comme l'Islande qui ont tenté la fameuse semaine de 4 jours. On produit de véritables résultats positifs sur la santé et sur le bien-être des cadres. Alors le travail nous éloigne-t-il de la vraie vie? Peut-être que la véritable question à se poser, c'est plutôt essayer de savoir ce que l'on considère comme la vraie vie. Est-ce que c'est simplement l'absence de contraintes, ou est-ce que c'est une vie où on se sent pleinement nous-mêmes, autant dans nos activités que dans nos relations? Il ne s'agirait donc pas d'abandonner le travail, mais de rééquilibrer nos priorités. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est véritablement possible à notre échelle aujourd'hui de rééquilibrer le monde du travail pour qu'il s'adapte mieux à notre vraie vie? Ou en tout cas pour qu'on espère s'en rapprocher un peu plus?